séquence technique commence. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Décollage. Garde-le pour toi. Histoire et confidence. À la Gardoise. Dans cet épisode, nous rencontrons un paysan boulanger, bourlingueur et philosophe. Nous entrons dans le laboratoire et aujourd'hui, c'est jour de pain. Et là, je vais regarder un peu l'état d'avancement des pâtons. Apparemment, non, ça peut attendre encore un peu. Et là, ça, c'est le pain qui commande. Quand il sort après, on enfournera. Et là, on va passer dans le fondu proprement dit. Voilà. À quelle heure tu les as préparés, ces pâtons ? Alors les pâtons, là, ils ont poussé 1h30, mais avant, ils ont poussé en masse pendant 3 heures. Donc ça fait 4h30 en tout. Voilà, à peu près. Alors, la voix féminine que vous entendez, c'est Emmanuelle, ma compagne. C'est la boulangère. Je ne trouverai rien de mieux que pour garder ma femme que d'en faire une boulangère. Je suis Henri Bourgois, je suis vigneron et paysan boulanger. J'ai grandi à Saint-Beauzély, le village où mes parents vivent toujours. On a été quand même 4 générations à vivre sous le même toit quand j'étais en bas âge. Mon arrière-grand-père, mes grands-parents, donc mes parents et la fratrie, mon frère aîné, ma sœur, mon autre frère et moi. Je suis installé à Montignargues depuis 1990 et je suis l'héritier d'une tradition familiale de léguer l'exploitation de mère en fille. Ouais. En reprenant l'exploitation familiale, et là le mot est bien choisi, quoi, exploitation. J'ai reçu un truc, c'était de la terre, je l'ai transformé à ma manière. Je voulais pas être dans le rang, quoi. Voilà. Ma famille était beaucoup marquée par le militantisme, et notamment par ma mère qui, elle, était très engagée au niveau syndical, agricole et aussi au niveau politique. Je crois que ça a été une des premières femmes vice-présidente de la Chambre d'agriculture du Gard. C'est mon père qui a râlé pour ça surtout. Il aurait aimé avoir une femme normale. Puis elle était patronne. Elle n'était pas à côté de la plaque. Paulette Eva Albertina. Ils nous ont inculqué des valeurs quand même de rébellion, de tolérance aussi. Ils ont eu la bonne idée de nous extraire du milieu, même si c'est quelque chose que j'ai très très mal vécu pendant des années et des années, mais bon, il fallait passer par là. Ils nous ont extraits du milieu rural pour nous mettre à la ville. Toutes les scolarités de mes frères et sœurs se sont passées au lycée Alphonse Daudet pour les garçons et au lycée Montori pour ma sœur. Et c'est grâce à ça, je pense, que cette confrontation avec des mondes différents a fait que, on a été plus ou moins ouverts, quoi. Ma mère nous a toujours emmenés dans des expos, mon père était un grand lecteur, il lisait beaucoup. C'est aussi une imprégnation familiale, quoi. Le dessin, ce qu'on va appeler des graphes. Voilà, c'était surtout extérioriser quelque chose de cette manière-là. C'était surtout des motifs, des dessins. Le slogan, c'est venu après, plus tard. Le slogan, comme on nous assène de publicité dans les villes, quoi, par des 4x3, pourquoi nous, on ne peut pas non plus asséner quelque chose ? Le premier truc que j'ai écrit, c'était sur un pont de chemin de fer assez haut. Et sur la friche du pont, j'avais écrit des paroles des Blues Brothers. D'un côté, il y avait marqué « Everybody needs somebody to love », et de l'autre côté, il y avait marqué le reste, je suppose. Et je faisais ça avec Fabien, mon frère aîné. Et ça a duré quelques temps, on s'est bien éclaté, quoi.
À 25 ans, c'était au milieu des années 80 et j'ai eu envie d'aller voir ailleurs ce qui se passait et je suis allé sur la côte est des États-Unis, dans la ville de Boston. Mais en descendant du métro à Boston, le premier à qui j'ai adressé la parole, il ne m'a pas compris et tout ce qu'il m'a dit, j'ai rien compris. J'étais un immigré clandestin. J'ai vécu 2 ans là-bas en travaillant dans les restos, quoi. Je faisais la plonge, je préparais une salade. Comme tous les immigrés, ils n'ont qu'une envie, c'est de partir là-bas, revenir, les fouilles pleines, comme un enfant prodigue. Ouais, c'est un rêve, hein, ça n'existe pas, ça. Ça, c'était un grand tournant dans ma vie, hein, si on peut dire ça. Quand on part en voyage, on va rencontrer soi-même en premier, même si on ne le sait pas au début. À la sortie, c'est ça, on se rencontre soi-même. Et j'ai rencontré l'agriculture biologique là-bas. Et c'est ce qui m'a montré qu'effectivement, voilà, quoi, là où il fallait porter un combat, c'était bien là-dessus, quoi. À côté du resto où je bossais, il y avait la Boston Food Coop, une coopérative de distribution de produits alimentaires bio. Et là, il y avait des gens, quoi. Des vrais gens, quoi. Des vrais gens. C'était moto, rock'n'roll, bière, pétard, la vie, quoi. Ah, je me suis dit, putain, cool. Voilà, ça aussi c'est important. La convivialité, ben ouais, vivre avec les gens. Ça sert à rien de faire un super truc et d'être tout seul dans sa tour d'ivoire, quoi. L'outil principal dans le fournil, c'est le bouffadou. J'ai un petit moulin qui me permet de faire une partie de ma farine et ensuite je complète avec des farines dont je connais l'origine, la production et toute la traçabilité, quoi. Toutes ces farines, c'est de la farine bio. Ben ça, c'était depuis le début, hein, parce que moi, j'étais en viticulture bio, donc c'était pas question de changer mon optique, quoi. J'utilise aussi du sel de Camargue, non traité. Sel de Guérande aussi, quand j'en ai sous la main, quoi. Ça, c'est important aussi, le sel. Puis ce qu'il y a de bien avec le pain, c'est que le matin tu démarres, tu as de l'eau, de la farine, du sel, du levain. Et le soir tu as du pognon. Le pain, c'est ce qui m'a sorti du pétrin. Heidi, la mère de nos enfants, on va dire, on s'est rencontrés là-bas. Elle faisait des études des beaux-arts. On a vécu ensemble quelques mois à Boston, et puis en arrivant en France, on avait revécu quelques mois ensemble, puis on s'est mariés. Elle a obtenu sa carte de séjour. 2-3 ans plus tard, de vie commune, est né notre premier enfant, Dylan, à Montignargues. Et 4 ans plus tard, sa sœur, Georgia. Ben, nous, avec Heidi, ouais, on leur a laissé le choix de choisir leur orientation, quoi. Ben, il vaut mieux aider quelqu'un qui a envie de faire quelque chose que de lui dire il y a autre chose qui est meilleure pour toi, quoi. Mon frère, il est mort du sida en 85-6. Quand il n'y avait aucun moyen pour traiter les gens.
Il était infirmier à Marseille. Le contexte aussi a été quand même pas mal influent parce que homosexuel dans le village, ça se fait pas quoi. Enfin, ça se vivait pas. Les homos, ils allaient vivre en ville hein, pour vivre leur vie. Ah oui. Ah oui, oui, dès qu'il a plu, il s'est barré. Puis quand il est au village, c'était pour rendre visite aux parents, point barre quoi. Mes parents l'ont accompagné. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on était soudés, non. Je crois pas, non. Je crois même que ça a laissé des séquelles aussi. Non résolues, parce que non dites. Et les problèmes familiaux, hein, ça vient beaucoup de là, quoi. Du non dit, du non communiqué. Alors bon, tant qu'on est vivant, on peut le faire. Lui, pour avoir vécu un peu avec lui, c'était faut mourir jeune, quoi. Robert. On me fait signe qu'il faut enfourner. Deux par deux. Ouais, deux par deux. La Dream Team. La Bread Team. Eh ben, moi, là, je suis à 1 an ou 2 de la retraite. Et je travaille à la transmission du savoir, de l'exploitation. Et je souhaite que ça se passe, que ça prenne un tournant, une direction, parce que maintenant, on est dans les temps. Les temps changent énormément. Et on a besoin de nouvelles choses, quoi. Ah, c'est un peu sportif quand même. Hein. Là, c'est un super boulot. Il faut que j'aille boire un coup parce que là, j'ai soif. Le monde rural en lui-même, bon, il y a un très bon bouquin de Louis Chaleil, originaire de Brignon, La mémoire du village. Lui, il est né en 1907. Et lui, il a vu les journaliers qui ont arrêté de travailler parce que les machines les ont remplacés. Il a vu arriver les voitures, il a vu arriver les tracteurs. Et l'agriculture, comment elle s'est transformée. Les gens qui se sont lancés dans l'élevage industriel et tous ces process-là, lui, ce qu'il pense, c'est qu'il valait mieux travailler 6 jours sur 7 et être tranquille que se faire de soucis en payant la traite du tracteur, quoi. Mais comme je verrais l'agriculture, je verrais plutôt ça au sens de l'alimentation. Pour paraphraser Clémenceau qui disait « La guerre est trop importante pour laisser ça aux militaires », je dirais que l'alimentation, c'est trop important pour laisser ça aux seuls agriculteurs. Il faut que ce soit toute la société qui soit concernée par ça. Plus de gens qui habitent la ruralité, mais pas simplement qui l'occupent avec des lotissements. Et pas forcément avec cette notion de propriété privée. Qui, je crois, moi j'aime bien la retourner en disant propriété privée, mais privée de liberté. La terre appartient à celui qui la travaille. Et bon, je pense qu'il y a déjà des pistes, hein, des communes ou des agglos qui seraient propriétaires de terrain et qui dessus auraient des jardiniers communaux qui cultiveraient pour leurs mômes qui vont à la cantine ou leurs vieux qui sont en EHPAD, par exemple. Et ça permettrait aussi que ce soit transversal, ce poids. Et ça, si c'est reposé sur la communauté, ce sera quand même beaucoup plus sain
que si c'était que sur les épaules d'un ou plusieurs individus. Et là, des agriculteurs, il y en a quand même, faut voir les chiffres. Hein. On va arriver à 400 000 agriculteurs en France, peut-être 300 000, c'est intenable, quoi. Ça, c'est pas bon. De plus, avec le changement climatique, impondérable et qu'on ne peut pas gérer, le paysan fait le paysage. Ben oui. Ben oui. Ouais. Victor Hugo, il a dit « Qui ouvre une école ferme une prison ». J'aimerais bien trouver une formule qui, par rapport aux paysans, qui fait une exploitation. Non, c'est compliqué à trouver. Ah, celui qui ouvre un champ, qui vend localement, ferme un supermarché. Là, je pense qu'il faudrait que j'aille voir le pain. Voilà. Oula, ça sent bon là. Ça sent bon. Emmanuel, Macruel, Emmanuel. Oui. C'est l'heure. On y va ? Ouais. Ah bah allez, on y va. La partie la plus fun, c'est celle-là, hein, c'est de défourner quand même. Ah ben oui. Aïe. Ah, Tu regardes. ah c'est bien cuit ça. C'est joli. C'est cuit. Tu vois qu'on a bien fait de ne pas attendre pour le petit épeautre. Hein. Faut que ça sonne assez creux, plutôt sec. Voilà, un son. Voilà. Et le son détermine. Là, ça manquerait un petit peu. Là aussi. Et là, c'est bon. Voilà, le pain sorti du four est installé debout sur des étagères, parce que le pain sèche debout. Il faut qu'il se ressuie. Pendant ce temps-là, s'il y a assez de silence, on entend craquer. Ouais. Et ensuite, je le dispose dans des mets, des grands pétrins. Et je les recouvre pour qu'ils gardent un peu de leur chaleur et de leur humidité. Jusqu'à 17h ce soir, ouverture pour les premiers clients. Moi, le pain, ça me suffit. Le pain, une petite épeautre, touzelle, un pain brioché. Parce que quand il n'y a plus de pain, ben, des fois, il y a des brioches. C'est pas fini. Garde-le pour toi. Réalisation, Hélène Genetet et Andreas Landeck.